Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous. Le rendez-vous, nous sommes là pour parler de l'actualité. L'actualité qui reste entre autres dominée par l'insécurité grandissante dans le pays, surtout en sa partie est, des massacres enregistrés, perpétrés régulièrement sous ces différentes formes. Il y a aussi des processus électoraux, des avancées signalées en ces sens. Pourquoi pas parler aussi du syndicat VTC, la voix du travail du Congolais, parce que sur ce plateau, nous avons comme invité le secrétaire général de ce syndicat, je me répète, la VTC, comprenez, la voix du travailleur congolais. Et mon invité, c'est M. Dieudonné Kandé. M. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, Madame la Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à nous à vous remercier de nous associer à cette réflexion. En forme? Oui, Dieu fait grâce. Voilà, parce qu'on parle de l'actualité, nous commençons d'abord par nous, les chevaliers de la plume. Il y a un journaliste qui est sous mandat d'arrêt provisoire au parquet de la Gombe, notre confrère Stanis Boujakera du magazine Jeune Afrique pour l'affaire de l'assassinat de Cherubin Okende. N'est-ce pas une violation de la liberté de la presse? Madame, vous savez, lorsqu'il faut parler des journalistes ou du journalisme de la presse, c'est avec beaucoup de délicatesse. Les journalistes prennent énormément de risques pour informer, former et divertir leurs auditeurs, leurs téléspectateurs, leur auditoire. Mais aussi, ce secteur est soumis à la déontologie, à des règles, à des textes. J'ai appris l'arrestation de M. Bouchakira, je n'ai pas écrasé son nom, j'espère. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que toute la procédure qui est entamée, qu'elle puisse respecter le prescrit de la loi. Voilà. Et encourager les journalistes à continuer. Alors qu'il fait bien son travail d'informer à temps et à contre-temps sans problème. Tout à fait. Et les mobiles de son arrestation m'échappent, mais dans le cadre de l'état de droit, on peut appréhender quelqu'un. Mais cela ne veut pas dire tout de suite que la personne est condamnée ou quelque chose comme ça. Mais lorsque tout se passe dans le périmètre de la loi, s'il est établi que la personne qui a été appréhendée n'a rien à voir, ben on doit devoir le relâcher. Et la presse, c'est le quatrième pouvoir. Dans le jeu démocratique, voulais-je dire, il faudrait que cette presse joue pleinement son rôle pour pouvoir aider la démocratie à s'enraciner. Son nom a été cité dans l'affaire assassinat de Cherubin Okende. Ça devient un peu compliqué. Un journaliste impliqué dans l'assassinat d'un député national. Oui, par rapport à cette disparition qui a ébranlé l'opinion nationale, nous avons cité le ministre honoraire Cherubin Okende. On signale qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes. Et à ces stades, nous nous plions à ces enquêtes tout en souhaitant qu'elles soient le plus transparentes possible pour que les responsabilités soient établies dans les chefs des uns et des autres qui sont impliqués dans ces odieux meurtres. Voilà. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de cette enquête? Jusque-là, pas de conclusion. Ça se passe comment? Madame, vous savez, sur le terrain du droit, l'horloge n'est pas, pour simplifier, la montre du droit n'est pas la montre que nous avons sur notre bras. Et donc, les enquêteurs, certainement qu'ils croisent certaines réalités, ils doivent fouiller. Laissons-leur le temps, tout en souhaitant que cela se fasse le plus rapidement possible pour essayer de régler le deuil de notre cher compatriote. Là, il faut reconnaître que la famille traverse des moments très difficiles. C'est ça, parce qu'une personnalité politique de renommée, son corps traîne quand même depuis longtemps à la morgue jusqu'à maintenant, il n'est pas encore enterré. C'est une première pour l'histoire de notre pays. Oui, c'est une très forte pression sur la famille, sur ses amis, sur ses frères, sur les compatriotes qui ont cru dans son combat. Mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, il y a ce travail d'enquêteur qui est parfois, qui rencontre sur son exercice certaines réalités qui nous échappent
dès lors que nous sommes en dehors de ces enquêtes-là. Mais la célérité, la transparence, c'est ce qui est souhaité pour que les conclusions soient des conclusions qui puissent satisfaire les parties concernées. Voilà, processus électoral, parlons-en dans cette émission parce que ça préoccupe au plus haut point plus d'un Congolais, et surtout les candidats à tous les niveaux. Voilà, vous croyez, M. Dieudonné Kandé, vous personnellement, à la tenue des élections dans le délai dans notre pays, la RDC? Madame, tout Congolais patriote ne peut que vouloir la tenue des élections dans le délai tel que prescrit par la loi mère, la Constitution. Et donc de ce point de vue, nous attendons de tous nos voeux que ces élections aient eu lieu, qu'elles soient transparentes, qu'elles soient démocratiques et que le peuple puisse s'exprimer pour faire le choix des dirigeants qu'il voudra voir demain conduire la République démocratique du Congo. Les dépôts des candidatures ont déjà commencé depuis quelques jours pour la magistrature plutôt suprême, et on note la candidature de Matata Ponyo et de Constant Mutanda. Votre réaction? Ce sont des acteurs politiques qui sont dans l'exercice de leurs droits, leur reconnus par la Constitution. Dès lors qu'ils remplissent les conditions, c'est tout à fait normal qu'ils aient été les premiers à déposer leur candidature au niveau des élections présidentielles. C'est sûr que nous attendons encore d'autres candidatures, et notamment la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à sa propre succession. Voilà, pour la candidature de Matata Ponyo, commençons d'abord par lui. Des réactions fusent de partout. D'aucuns trouvent que Matata Ponyo a jeté de l'argent par la fenêtre, tenant compte de la somme colossale à payer pour la caution. Madame, c'est un acteur politique qui a... Pas très influent. Bon, moi je ne descends pas sur le terrain des influences et des non-influences. J'ai dit qu'il a créé un parti politique. Vous trouvez qu'il a une certaine popularité, Matata Ponyo? Il a créé un parti politique, et en créant un parti politique, il se donne des ambitions. Les ambitions d'un parti politique, c'est de concourir pour accéder au pouvoir. Avoir des députés communaux, avoir des députés provinciaux, avoir des députés nationaux, et concourir à la présidence de la République. C'est sûr que son parti pourra, à ces différents échelons, avoir des membres. Et voilà, donc c'est son parti, c'est sa liberté, que le jeu démocratique se joue conformément aux règles de l'art, et que voilà, au terme des élections, Kadima, le président de la CENI, avec ses structures, nous donnerons les résultats et nous allons apprécier la force des uns et des autres sur le terrain. Voilà, et puis il y a Constant Mutanda, pour lui, sa candidature, une surprise africaine ou faiseur de roi? Non, mais Constant est un jeune acteur politique très courageux, très ambitieux. Eh bien, voilà. Mais peu populaire. Madame, c'est au terme des élections que nous saurons que tel ou tel n'est pas populaire. Il est vrai qu'il y a des gens qui remplissent le stade des martyrs, puis il y en a qui hésitent d'y aller, et voilà, donc ça c'est des... Parce que déjà dans certains coins de la République, quand même, Constant Mutanda laisse... Mais c'est sur balle de quelle enquête? Découvrir. C'est sur balle de quelle enquête? Si vous allez à l'Équateur, par exemple... Mais qui a été là-bas et il a posé des questions? Vous parlez de Constant Mutanda, est-ce que sera reconnu facilement? Je vous comprends. Mais qui est allé au sud Nous sommes en train de réfléchir, d'échanger là-dessus. Non, il a sa stratégie, il a ses points focaux. Je disais que c'est un jeune courageux qui mérite encouragement. Il peut ou ne pas gagner cette fois-là, mais c'est parti pour une expérience de politicien. Et où est-ce qu'il a trouvé cette somme relative à la caution? Il donne l'impression de se débrouiller encore. Bon, je ne suis pas dans ses secrets. Il s'est engagé dans la politique et donc il a certainement des partenaires. Et naturellement, il y a les membres des partis qui cotisent, etc. S'il a des partenaires et que les membres des partis cotisent, que finalement ce montant rencontre les exigences de la CENI, où est le mal? Vous comparez comment jusqu'à maintenant les élections, par exemple en France, aux États-Unis, par rapport
aux candidatures que la CENI enregistre à chaque élection, à chaque scrutin? Aidez-moi à rencontrer votre préoccupation. La comparaison se situe au niveau des candidatures réceptionnées par la CENI à chaque scrutin à la magistrature suprême. Bon, on se présente comme candidat au hasard, par hasard, ou bien dans l'espoir de gagner les scrutins? Bon, la France nous offre un spectacle où l'environnement politique est en train de s'élargir. Si hier, il y avait à peine 3 ou 4 forces sur terrain, ben, on a vu naître d'autres forces, les verts, les jaunes, plusieurs autres tendances, et tout le monde s'organise et présente sa candidature. Aux États-Unis d'Amérique, on a 2 grands blocs, les républicains et les démocrates, et on nous habitue, eux-mêmes commencent par des primaires au sein de leur parti, et finalement le candidat qui émerge, c'est les 2 qui vont s'affronter, etc. Nous, ce n'est peut-être pas la formule. Nous avons des regroupements, nous avons des partis politiques. Certains sont présentés par des regroupements, d'autres se présentent en parti politique seuls, etc. Bon, c'est notre démocratie qui est en train de se rechercher. Il y a parfois une trentaine de candidats à la présidence de la République, une vingtaine, etc. Mais au finish, dans les expériences que nous avons vécues par le passé, vous allez voir, il y a toujours un peu 3 grands candidats qui succèdent un peu en termes de voix exprimées importantes. Et pour les restes, c'était de la figuration. Et donc, certainement que les leçons seront tirées pour que le jeu politique, finalement, arrive à un filtrage, et qu'au lieu d'avoir la trentaine de candidats, qu'on ait 2-3 candidats qui compétissent, et bon, que le meilleur l'emporte. Du côté des élections législatives, il faut reconnaître que on est en face d'une... on va dire, ruée vers le Parlement, lié à certaines réalités. Les Quinois disent par exemple que les émoluments, c'est plutôt la course aux émoluments que réellement c'est lancé dans un combat politique pour, etc. Bon, le débat est ouvert. Ici, le lieu justement de solliciter de Madame la ministre chargée du Travail, par exemple, et le gouvernement tout entier, de réfléchir sur la justice sociale distributive, sur la politique salariale nationale en République démocratique du Congo, pour qu'il y ait un partage équitable du revenu national. On est dans une disparité qui donne l'impression que pour avoir une vie aisée, il faut aller en politique, notamment au Parlement, au Sénat, à la présidence, etc. Si vous ne vous intéressez pas à la politique va s'intéresser à vous. Oui, la politique à laquelle on s'intéresse vise quel objectif, madame? La politique vise le bien-être social, la justice sociale distributive, pour laquelle les pères de l'indépendance ont sacrifié leur vie avec tous les compatriotes qui ont mené ce combat de l'indépendance. Après le père d'indépendance, il y a eu tous ces combattants pour la démocratie lorsque le pays s'est orienté vers la dictature, etc., etc. Et donc, la population, l'opinion nationale aspire au bien-être collectif, et l'argent qui est redistribué dans les émoluments des politiciens et autres, c'est l'argent de la République démocratique du Congo que nous devons répartir équitablement pour que tous les Congolais se retrouvent. Le portefeuille de l'État, les entreprises qui sont dans des difficultés, ils ont besoin d'un coup de pouce de l'État pour leur réhabilitation. Vous avez parlé de l'insécurité à l'Est. Nous saluons les efforts qui sont fournis par le gouvernement de la République, la présidente de la République et toutes les institutions pour donner un coup de pouce aux forces de sécurité et de défense afin qu'elles soient à la hauteur en termes d'équipement et autres pour bouter hors du territoire national l'ennemi. Et donc vous comprenez qu'il faut qu'il y ait de l'argent bien réparti, et que tout le monde, on n'entre pas en politique pour s'appauvrir ni pour s'enrichir. On n'entre pas non plus dans les forces de sécurité et défense pour s'appauvrir ou pour s'enrichir. On n'entre pas au portefeuille de l'État dans les entreprises partout ailleurs pour s'appauvrir ou pour s'enrichir.
On y entre pour gagner la vie et servir la nation. Et donc, il nous faut une politique de justice sociale distributive. Voilà, parce qu'on parle encore du processus électoral. La MONUSCO, déclarée non ingrata par d'aucuns en RDC, la MONUSCO ne convainc pas, jusque-là plus d'un Congolais, décide encore pour ce 4e cycle d'accompagner le processus électoral congolais. Ça rassure? Bon, aussi longtemps qu'ils sont encore sur le territoire national, voilà, ils sollicitent d'accompagner, etc. Mais au finish, plus de 2 décennies après, les résultats, tout le monde connaît. C'est pas caché, c'est un échec. C'est un échec puissant que ces forces qui coûtent énormément à l'ONU et au pays, quelque part, n'aient pas atteint leur objectif, qu'elles nous aident à organiser leur départ avec dignité. Voilà, donc le Congo a vécu avec une histoire tumultueuse. Les objectifs ne sont pas atteints, on se répète, qu'elles s'organisent, la MONUSCO ou ces forces-là, pour organiser leur départ, qu'ils quittent notre pays. Mais le lieu que nous-mêmes puissions également prendre conscience que c'est à nous d'abord que revient la charge et la responsabilité de garantir la sécurité de biens et de personnes et l'intégrité du territoire national. Et pour ce faire, il nous faut un commandement de forces de sécurité et de défense qualitatif. Il nous faut des politiciens responsables qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de la nation plutôt que des ventriotes et des affairistes. Voilà. Et pas des patriotes, hein. Alors que le pays a besoin beaucoup plus. Je disais qu'on a besoin de patriotes et pas de ventriotes. Voilà, le message est passé. Mais du côté de l'opposition, parlons de Martin Fayoulou, qui jusqu'à maintenant refuse catégoriquement de postuler. Est-ce que, bon, au moins qu'il y ait une surprise d'ici la fin, la clôture de l'opération de dépôt des candidatures, mais ces comportements de cet opposant de taille vous inspirent quoi? Une fois de plus, madame, nous sommes sur le terrain des libertés citoyennes. Martin Fayoulou, un des acteurs importants de l'activité politique en RD Congo, est libre de présenter sa candidature et d'obtenir que ses collaborateurs également puissent présenter des candidatures à tous les niveaux. Mais il nous revient, sauf erreur de ma part, qu'il aurait interdit à ses partenaires de se présenter. Et donc, si cela est vrai, mais si ces partenaires ne se sont pas présentés comme candidats aux élections législatives, il ne reste plus qu'une seule chance, que lui se présente comme candidat. Alors, ça pose problème, mais une fois de plus, il est totalement libre et son parti est libre de présenter ou de ne pas présenter. Mais il va présenter comment? Parce que là, ça sera déséquilibré. Non, il aura un problème interne avec son parti. Les uns vont poser des questions, mais ça c'est un débat interne à leur parti. Mais sa liberté de présenter sa candidature aux élections présidentielles, elle est là, c'est pas révoqué. La CENI n'a pas révoqué ça. La CENI attend. S'il dépose, très bien. Monsieur Dieudonné, des voix s'élèvent de partout pour fustiger le déroulement du processus, ainsi de suite. Il faut à tout prix revoir, auditer le fichier électoral, une audite externe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour avoir de bonnes élections en décembre 2023? Pour avoir de bonnes élections sur la planète Terre, il faut respecter les normes électorales universellement établies. Mais madame, vous voyez aux États-Unis d'Amérique, il y a même un procès où est impliqué un ancien président. C'est toujours en rapport avec les élections. Les élections organisées par l'État, parce qu'eux n'ont pas la formule CENI. Mais dans quel pays? Les USA. Une des grandes puissances sur la planète. Et les élections se déroulent à gauche, à droite, en Afrique, en Europe, il y a toujours un peu des revendications à gauche, à droite. Donc,
sur ce terrain-là, on peut retenir que les choses ne sont pas parfaites, mais on doit les améliorer. Notre pays a opté pour l'organisation des élections par une structure autre qu'une structure de l'État, parce que normalement, les élections doivent être organisées par le ministère de l'Intérieur, comme partout ailleurs. Alors, compte tenu des crises politiques, des crises de confiance, etc., on a voulu la formule CENI, laquelle CENI devait être la composition des parties prenantes, politiques, société civile, etc. Vous connaissez les débats autour de ces histoires. Je pense qu'il est arrivé le temps. Là, l'ONIP et le ministère de l'Intérieur, leurs tâches se sont allégées un tout petit peu? Non, l'ONIP est là pour l'identité des Congolais, carte d'identité, etc. Et jusqu'à maintenant, ça traîne le pied. J'ai terminé la première préoccupation avec les élections. Et donc, de deux choses l'une. On encadre la CENI et on dit, voilà, ça s'arrête là, le mandat qui vient, c'est le ministère de l'Intérieur. Encore faut-il qu'on définisse le protocole qui mettra tout le monde d'accord pour éviter, madame, tout ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, les gens ils vous disent, si les élections ne se déroulent pas de cette manière, si le fichier n'est pas contrôlé, nous demandons à un homme fort de se mettre debout. C'est du désordre. Le clergé protestant ou catholique des USA n'affiche pas ce comportement. Le clergé en Occident, France, Angleterre, etc., n'affiche pas ce comportement. Ils l'ont fait sous Kabila. Là, ils étaient applaudis par l'opposition. Et pourquoi maintenant ça pose préjudice, ça pose problème? Madame, si vous me suivez très bien, je ne parle pas des individus, je parle de principes. Okay. Je dis que on doit organiser les élections dans le respect des normes électorales universellement établies. Les parties prenantes se mettent d'accord sur le protocole et on exécute le protocole. Au jour d'aujourd'hui, sur ce plateau, si on dit, bon, pour telle raison, pour telle autre, les élections ne sont pas organisées, c'est parti pour la gloire. C'est parti pour la gloire. Mais l'attitude de la CENCO et de l'ECC, la réaction par rapport à l'audit du fichier électoral, ça vous convainc? La critique, la critique en démocratie, elle est ouverte. Il n'y a pas de démocratie sans critique. Mais aujourd'hui, l'Église est mal vue par rapport à ces J'en parlais. Sur le comportement du régime actuel. Nous avons un protocole. La conduite des Kadima. Nous avons un protocole, qu'on critique le protocole et qu'on s'organise pour rectifier ce qui doit l'être. Mais qu'on appelle le peuple au trouble, c'est anticonstitutionnel. Et même lorsque la Constitution nous demande de prendre et d'adopter une certaine position, il y a des préalables pour y arriver. Madame, ce pays est très malade. Depuis 1994, on a fragilisé ce pays avec l'entrée sauvage de populations qui ont fui la mort dans leur pays, où il y avait des troubles, et on nous a imposé des réalités politiques qui nous ont créé des ennuis impossibles, des morts innombrables par milliers, par millions. Et donc, le Congolais devait travailler en regardant dans la même direction pour éviter qu'il y ait un comportement que l'Église catholique, l'ECC et autres fustigés depuis belle lurette. Madame, sous le soleil, rien de parfait. Seul Dieu. Toute œuvre humaine est perfectible. Mais dans la hiérarchie de priorités, la priorité des priorités, c'est la paix. La priorité de priorité, c'est la justice sociale distributive, le développement intégral du pays. On peut arriver même à ces objectifs-là sans organiser des élections. Les Congolais peuvent se mettre d'accord sur un schéma propre aux Congolais. Il n'y a pas d'élection, mais on définit un protocole pour sécuriser notre pays et le faire développer pendant autant d'années, et ensuite seulement on peut revenir. Donc il y a plusieurs variantes dans cette affaire. Mais comme nous sommes plongés dans la variante des élections, qu'on réunisse le minimum de conditions pour que ces élections soient crédibles, démocratiques, transparentes, et qu'on passe au plus pressé. Nous passons plus de temps, madame, dans des querelles politiciennes
qu'à la recherche de solutions aux problèmes réels qui se posent à la population. Vous acceptez? Vous pouvez vous imaginer dans cette ville de Kinshasa, 20 millions d'habitants, nous avons de sérieux problèmes de mouvement des personnes et de leurs biens. Mais vous allez voir, on nous offre le spectacle des querelles politiques au niveau de la ville, de querelles politiques et là, entre... vous tombez la responsabilité à qui? La responsabilité, elle est, on va dire, collective, et la responsabilité, elle est également individuelle. Individuelle dans le chef de ceux qui ont été désignés, pas pour travailler pour leur famille, mais pour travailler pour la République démocratique du Congo, à quelque niveau de responsabilité que ce soit. Ceux-là ou celles-là autorités qui ont été désignés ou élus pour servir la nation, qu'ils servent la nation au lieu de nous offrir le spectacle désolant de querelles politiques que la population n'a que faire. Monsieur Dieudonné, vous acceptez que nous allons aux élections avec des territoires occupés? Parce que vous parlez de la paix. La paix, c'est précaire ici à Kinshasa. Oui, l'occupation ici à Kinshasa, mais à l'est de la RDC, nous sommes loin de parler de la paix. L'occupation de nos territoires... La population vit là-bas toujours le moral en berne. L'occupation de notre territoire ne réjouit personne. Tout Congolais patriote de père et de mère, ou de non-père et de non-mère, tout Congolais qui aime ce pays ne peut que vouloir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Mais cette occupation d'une partie de notre territoire nous a été imposée par les événements et les circonstances. Il nous appartient de regarder cette réalité en face, de la gérer, tout en tenant compte qu'on doit organiser les élections, quitte à voir si, d'ici l'organisation des élections, la situation ne s'est pas décantée, comment corriger le moment venu. Mais je crois, nous croisons le doigt, nous invoquons le Dieu de nos ancêtres pour que d'ici les élections, que cette situation soit totalement décantée. Et que le Rwanda convoque une réunion avec son opposition armée supposée être en RDC ou réellement en RDC, l'opposition interne pour la paix au Rwanda, et que les amis de l'Ouganda également s'organisent pour négocier avec ceux qui sont sur notre territoire depuis plusieurs années en train de déstabiliser plutôt notre territoire que l'Ouganda. Qu'ils aillent poser chez eux et que la paix revienne en République démocratique du Congo et dans ses pays voisins pour que chaque pays s'occupe de l'émancipation de son peuple. Mais malgré le voie des efforts déployés, nous avons quand même demandé puis recourir aux forces régionales et sous-régionales. Il n'y a pas de solution. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement, M. Dieudonné Kandé, pour arriver à mettre fin définitivement à la guerre de l'Est de la RDC? En tout cas, la population vit dans l'inquiétude totale. La population de l'Est, le pays est très perméable au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Ici à Kinshasa, nous vivons dans la paix. Les débits de boissons sont opérationnels. On peut s'agiter comme nous voulons, mais pas à l'Est de la RDC. Oui, madame. Il incombe à nous, Congolais, la responsabilité première de garantir la sécurité, la défense de notre pays. Donc, c'est à nous à organiser l'appareil sécuritaire et défensif de notre pays. Armée, police, renseignement, population. Parce que la population a également le devoir de défendre son pays. Mais cette population, on doit l'éduquer pour cette question-là. Et donc, c'est notre responsabilité première. Des efforts sont fournis par les pouvoirs publics pour équiper notre armée, notre police et les services à cette fin-là. L'arrivée des partenaires, ça fait partie de la diplomatie. Nous évaluons le comportement des uns et des autres dans le cadre des protocoles signés et nous apprécions si ces protocoles sont rencontrés ou pas pour les rectifier ou les révoquer. C'est notre souveraineté. La souveraineté de la République démocratique du Congo n'est pas négociable. Mais il y a d'autres voies et moyens pour permettre la paix à l'Est. Par exemple, on sait que cette partie, maintenant là, est très perméable et ça favorise l'entrée de rebelles, ça favorise l'entrée je sais pas, des hommes en uniforme non autrement identifiés qui sèment la terreur et la désolation. Comment parler de l'intégrité territoriale à l'Est? Est-ce qu'on parlera un jour encore de l'intégrité territoriale, surtout à l'Est de la RDC?
nord, sud, est de la RDC. Aucun centimètre carré de ce pays ne va partir. Le Congo va recouvrer son intégrité territoriale. N'en déplaise aux forces internes et externes qui ont comploté pour voir le Congo être démembré. L'Est n'est pas bien contrôlé, messieurs Dieudonné. Vous venez de le dire, je suis en train de répondre. Je vous en prie. Et donc, le Congo recouvrera son intégrité territoriale, mais le temps est venu pour que on réfléchisse de manière profonde sur les causes qui ont fait que finalement nos frontières, particulièrement à l'Est, soient des frontières poreuses. Et que faire pour éviter cette porosité? Une des premières réponses, c'est de professionnaliser les forces de sécurité et défense. Nous avons été victimes d'une infiltration, on va dire, légendaire, historique. On doit laver nos services, nos forces de défense et sécurité de cette infiltration pour finalement confier la responsabilité de cet instrument très important. C'est la sécurité qui garantit le reste entre les mains des patriotes et des responsables, pas des affairistes. Est-ce que le VPM défense ne peut pas faire de l'Est de la RDC, Goma particulièrement, son QG? Bon, madame, vous voyez les personnes, on a parlé même du chef de l'État qui avait fait un discours, maintenant vous parlez de VPM. Goma, c'est déjà un QG. Dans le cadre des principes de la sécurité, il y a une concentration de forces à Goma et dans l'espace Est. Mais c'est déjà un QG. Que Jean-Pierre Bemba soit là-bas et qu'il puisse palper du doigt les réalités. Il a fait autant de déplacements. Le commandement de la sécurité et défense est là, toutes forces confondues. Le travail est en train de se faire. Buter à ce que nous avons dit ici, l'infiltration, etc. Mais les enfants du pays, en tenue ou en civil, sont en train de se battre. Nous allons vaincre l'ennemi parce que la terre, elle est nôtre, elle est de nos ancêtres. Voilà, pas plus tard que la semaine passée, nous avons parlé de massacre par la garde républicaine de quelques Congolais près de Goma. Voilà encore une nouvelle qui vient encore, je ne sais pas, moi j'ai le cœur gros par rapport à cette réalité et je me dis, la population de l'Est de la RDC, ça vient encore mettre de l'huile dans le feu. Oui, je disais que c'était très délicat la situation de l'Est de notre pays. D'un côté, il y a ces objectifs de sécurité à rencontrer. De l'autre côté, il y a l'expression de la démocratie qu'il faut savoir gérer. C'est-à-dire, on est en situation d'état de siège, on est en situation d'insécurité totale et on déploie les forces, mais au même moment, il faut gérer les considérations démocratiques, telle manifestation, telle autre, sans très bien savoir qui sont les manifestants, ils viennent d'où. Avec tout ce que nous sommes en train de dire, c'est extrêmement délicat. Qu'à cela ne tienne, une fois de plus, un procès est ouvert, des enquêtes sont menées, que cela se passe conformément aux exigences de la loi, que les responsabilités soient établies, mais ne perdons pas de vue que la situation de l'Est est une situation d'équilibre instable. On ne sait pas, on est en face de qui, et donc la tâche dévolue aux forces de sécurité et défense est une tâche très délicate. Voilà, des enquêtes qui s'ajoutent, n'est-ce pas un aveu de chèque pour l'état de siège dans cette province? Dans ce pays, lorsqu'on présente un verre avec un liquide à moitié, l'optimiste il dit je suis en face d'un verre à moitié plein, et le pessimiste il dit je suis en face d'un verre à moitié vide. Nous voulons être du côté de l'optimisme pour dire que les choses doivent aller en s'améliorant. Voilà, une information en passant, Serrières-Gel, on parle de l'exploitation de l'or artisanal de la sous-région. C'était au menu des échanges récemment. Est-ce que c'est important d'en parler?
qu'est-ce que ça peut apporter de bénéfique pour relever les niveaux économiques de chaque pays de la sous-région? Madame, il est établi que aucun État, à ce stade, ne peut vivre en vase clos. C'est à nous, à renforcer notre administration dans tous les départements. Et là, vous êtes en train de parler du secteur minier. Nous devons renforcer l'administration minière. Et là où il est accordé des échanges commerciaux avec les populations des pays voisins et d'autres partenaires, qu'on les fasse conformément à la loi. Voilà. Et voilà, parce qu'on parle de ce régime qui est presque fin mandat, il y a moyen de faire un bilan en peu de mots du régime Tshisekedi. Bon, j'espère que je serai le plus objectif possible. Lorsque, à la fonction publique, hier, il n'y avait pas une organisation pour accompagner les retraités, qu'aujourd'hui, il y a ces débuts d'organisation, je crois que c'est à applaudir. Lorsque dans ce pays, depuis l'indépendance, on n'a pas déployé, on va dire, les symboles de l'État en termes de, comment on va dire, bureau administratif, en termes de, comment on va dire, les centres de santé, etc., etc. Aujourd'hui, sur les 145 territoires, le Congolais se rend compte que l'État, le pouvoir public, fait quelque chose. Madame, c'est un grand signal pour dire que l'État se réorganise. Lorsque, dans cette ville de Kinshasa, à côté de notre siège ici des antennes A, un hôpital historique, hôpital général, des références, hôpital Mamayemo, etc., etc., se transforme comme on est en train de voir. Je crois que c'est un grand signal. Lorsqu'on est en face... oui, là, ça va redorer... Mamayemo va redorer son blason. Là, quand même... vous savez que quand on l'appelle hôpital de référence, c'est parce que sur le plan statistique, c'est lui qui reçoit le plus grand nombre de malades, généralement démunis, etc. Mais là, on est même dans une formule où non seulement les bâtiments de santé sont en train d'être des centres de santé, réhabilitation, hôpitaux ou carrément construction. Là, il faut penser aussi à changer l'équipe de médecins. Les médecins qui... Ça, c'est le management. On est dans les infrastructures. Et donc, lorsqu'il y a ça, et ensuite on réfléchit sur le fait que les consommateurs des soins de santé peuvent être organisés comme ailleurs dans le cadre de la couverture santé universelle. Moi, je ne suis pas sur le terrain de débat politique, etc. etc. J'ai dit, madame, on est en train quelque part de résoudre le problème de la cité. Oui, je n'en disconviens pas, monsieur Dieudonné, parce qu'il faut marteler aussi là-dessus. Je voulais rencontrer ta préoccupation sur... redorer son blason, revêtir sa robe d'antan. Mais il faut penser aussi à changer l'équipe de médecins qui ne respectent pas. Madame, ça sont des problèmes de gestion. Le serment d'Hippocrate, tout était monnayé. J'étais en train de dire ici que sinon on aura des bâtiments, mais j'étais en train de dire que la politique salariale, madame la ministre du Travail qui nous suit, autant elle a été très intéressée par les syndicats qui devaient renouveler leur mandat, qu'est-ce que je veux dire, leur agrément payant, etc. Autant elle doit ouvrir des analyses sur la politique salariale équitable en République démocratique du Congo. Voilà, de sorte que le médecin auquel vous faites référence, ça ne soit pas seulement eux, mais que l'ensemble des travailleurs congolais soient payés comme le veut la Constitution, décemment, régulièrement, et que les conditions de travail soient améliorées, que les inspecteurs de travail descendent dans les entreprises pour voir dans quelles conditions les travailleurs congolais du privé ou du secteur étatique travaillent. Voilà. Or, les textes définissent ces conditions-là. Voilà, en peu de mots, ça fait quand même la une de l'actualité. Ce lundi 4 septembre, Stade de Martyrs, bisou présidentiel sportivement historique. Ces gestes, ça traduit
Fachi a fermé sa complicité avec le Quinois, ou vous interprétez ça autrement? Parce qu'au niveau déjà de l'opposition, ça a été interprété autrement. Bon, c'est un peu ça le jeu politique en RDC, on discute sur les bisous, etc. Mais les bisous, on doit se les donner, non? Quand des personnes sont mariées, ils se promènent ensemble dans la rue, ou quoi là, qui s'embrassent, c'est tout à fait normal. Mais ici, c'est particulier parce que c'est le chef de l'État. Mais ça c'est à saluer. Lorsque le chef de l'État enseigne à nous tous, population, pour ceux qui sont mariés, aimez vos femmes et manifester l'amour envers elles, je veux dire, tant en public qu'en privé. C'est une leçon à retenir et à encourager. Surtout d'après les commentaires, après les bisous, il y a eu un but. Donc, c'était bon. Voilà, parce que nous sommes presque à la fin, je vais enchaîner avec 3 petites questions que vous pouvez m'aider à répondre rapidement. Parlez-nous de votre syndicat, VTC La Voix du Travail Congolais. Vous évoluez au sein de l'ex-ONATRA. Quelle est la situation au sein de cette entreprise étatique, ainsi de suite? Et parlez aussi des arriérés, des paiements et du patrimoine de cette entreprise qui, au dire des agents, est en train d'être spolié. Faites aussi un état de lieu de travailleurs congolais en peu de mots. Oui, je commence par la seconde partie de votre question pour terminer avec la première partie. La seconde partie, je la résume dans le constat fait en son temps par le gouvernement de la République, où il a été clairement dit que les entreprises publiques étaient des canards boiteux. Et le gouvernement de la République a engagé les entreprises de l'État dans un processus de réforme. Une structure a été créée qu'on a appelée COPIREP. Cette structure, dans le cadre des analyses qui lui ont été demandées, s'est vue gérer pour ce faire un montant d'environ 1 demi-million de dollars. Et des conclusions ont été produites. Pour l'ONATRA, par exemple, il fallait stabiliser l'ONATRA dans le domaine technique, dans le domaine financier et dans la gestion des ressources humaines. Après cette période de stabilisation, devait venir la réforme proprement dite. Au jour d'aujourd'hui, madame, la stabilisation avait vécu, n'avait pas atteint ses objectifs, et on s'est retrouvé, voilà, aujourd'hui on dit ONATRA, hier c'était STTP, SA, et tout cela arrive après la réforme. Et donc, la réforme n'a pas atteint ses objectifs. Que l'État ait le courage de saisir le taureau par les cornes pour arriver à des conclusions qui doivent réajuster ce qui a été fait afin d'obtenir des solutions durables. Madame, il y a plusieurs retraités de l'ONATRA qui ne sont pas encore entrés en possession de leur décompte final. Il y a le personnel actif de l'ONATRA qui accuse un bon nombre de mois d'arriérés des salaires. Il y a le niveau d'activité qui est à la baisse et les charges sont importantes. C'est l'héritage de l'actuel directeur général et de ses prédécesseurs. Vous donnez quelle suite? C'est l'héritage de l'actuel directeur général de l'accord de Mboutou. J'ai terminé, madame. C'est l'héritage de l'actuel directeur général de l'ONATRA, l'actuel PCA qui vient d'être nommé, et leur prédécesseur. Et donc, il y a un travail de fond qu'il faut faire. L'accord de Mboudi, vous en parlez, il appartient au pouvoir public de respecter ses engagements. Et s'il y a des couacs dans le cadre de respect de ces engagements, on revient à la table de négociation pour évaluer et rectifier. Quant au syndicat VTC, il a été mis hors course par cette formule qui voulait qu'un syndicat déjà agréé en violation des textes internationaux puisse encore payer de l'argent pour être réagréé. Chose que nous n'avons pas fait. Nous avons bien décollé, volé également. C'est les moments d'atterrissage, un message particulier. Les Congolais, les téléspectateurs qui vous ont pris qui ont pris en cours cette émission aimeraient un peu avoir le résumé. Vous résumez comment en 1 minute pour clôturer l'émission? Nous avons une maison commune qui nous appartient à nous tous. C'est la République démocratique du Congo. Que chacun, là où il se trouve, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, agisse dans le sens de la protection de cette maison. Nous sommes dans un espace démocratique que ceux qui ont l'impérium
ait également les yeux et les oreilles bien ouverts pour écouter les critiques objectives, le suggestion, afin de rectifier le tir là où ça s'impose pour que le Congo de nos ancêtres aille de l'avant. Voilà. On n'entre pas en politique pour s'enrichir, on entre en politique pour servir la nation. Grand merci à vous, M. Dieudonné Kandé, secrétaire général du syndicat VTC, Voix du travailleur congolais. Nous vous remercions énormément d'avoir répondu à notre invitation, ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros. À nous à vous remercier, madame. Voilà, nous vous remercions aussi, vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt cette émission. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence Antenna pour ces programmes. Vous voulez participer à l'émission, nous sommes joignables au 081 94 95 181. Une très belle soirée à tous et chacun.